Accueillir ce matin pour ce petit déjeuner sur l'analyse décisionnelle en temps réel et notamment avec un focus particulier qui est la convergence entre Big Data et le Complex Event Processing. Ce petit déjeuner est organisé en partenariat avec Quartet FS, qui est un éditeur de logiciels qui se présentera un petit peu plus et qui a évidemment une solution d'analyse des données en temps réel. Et j'aimerais vous présenter les deux intervenants de Quartet qui sont dans la salle. Donc il y a Amir Hossein qui est là, qui est responsable marketing. Bonjour. Et Romain qui est senior R&D engineer chez Quartet FS. Il y a également Armen qui est responsable commercial sur la partie France, qui est juste devant avec la jolie cravate violette. Voilà. Je la garde. Et côté Octo, on va avoir comme intervenant Thomas Vial qui est architecte chez Octo et Mathieu Desprier également chez Octo, et moi-même je suis Julien Cabot, je suis responsable de l'activité Capital Market et de l'organisation de toutes les activités de R&D en architecture et technologie pour Octo. Alors, pourquoi parler de ce sujet de l'analyse décisionnelle en temps réel ? En fait, on est parti du constat que les besoins en matière d'analyse opérationnelle, c'est-à-dire au rythme de vie des activités, du business, que ce soit des activités qui soient de l'ordre de la nanoseconde pour le trading algorithmique sur les marchés financiers, ou dans des activités de défense, ou de l'ordre de la seconde, ou de l'heure, etc., etc., en fait, nécessitait une réponse dans les systèmes qui pouvaient prendre les décisions, qui soient calées sur ce rythme de vie. Donc, finalement, la notion de temps réel, c'est plutôt une interprétation du rythme de vie du business et quels sont finalement les systèmes d'analyse par rapport à ce rythme du business. Ensuite, il y a deux autres faisceaux qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut connecter à cette problématique d'analyse décisionnelle. C'est l'émergence du big data et la concentration finalement des volumes de données qui sont manipulés par les systèmes et qui amènent les systèmes à stocker, que ce soit en historique ou à traiter des volumes de données nettement plus importants que ce qu'on avait l'habitude de traiter jusqu'alors. Et d'un autre côté, la rénovation ou les transformations profondes du marché du complex event processing, sur lequel de nouveaux acteurs se positionnent, de nouvelles technologies apparaissent et qui finalement se reconfigurent et offrent des opportunités de coûts qui sont particulièrement intéressantes et qui, par la synergie entre à la fois le besoin décisionnel, beaucoup plus opérationnel, le traitement de beaucoup plus de données et l'évolution des technologies de CEP, créent une nouvelle problématique qui résonne et qui finalement permet de mettre en place de nouveaux systèmes et d'offrir de nouvelles possibilités à des coûts qui sont différents de ce qu'on pouvait faire avec les technologies traditionnelles. Et donc pour animer cela, ce matin, nous avons 5 parties. Une première partie qui est une introduction aux enjeux d'analyse de données au rythme du business et qui précise les caractéristiques à la fois de ce qu'on peut attendre d'un système d'analyse de données en temps réel dans une optique big data et de complex event processing. Une deuxième partie qui est une partie purement liée à une analyse d'architecture, donc une vision d'architecture, comment bâtir finalement un système d'analyse de données en temps réel de très grande capacité en termes de volume et de très grande capacité en termes de traitement d'événements en parallèle et donc de débit, avec également une capacité à mettre en place des règles de décision extrêmement complexes, de faire du rapprochement, ce qu'on appelle du pattern matching, sur des jeux d'événements complexes et les corréler les uns avec les autres. Donc dans ces 3 dimensions, comment est-ce qu'on peut construire en termes d'architecture un tel système? Et ensuite on verra 2 visions de ce type d'architecture. Une première vision au travers d'un système ou d'un logiciel qui s'appelle Esper, qui est un moteur de CEP open source, et au travers d'Active Pivot Sentinel, donc qui est le produit de Quartet FS, qui traite cette problématique et voir comment est-ce que eux visualisent cette problématique et comment est-ce qu'ils sont y répondent. Et ensuite, une dernière partie d'échange, de questions-réponses. On va pouvoir discuter ensemble et creuser ces différents points et puis poser vos questions aux différents experts qui peuvent intervenir. Alors, rapidement, en 2 mots, vous connaissez probablement Octo Technologies et Quartet FS. Donc Octo, c'est un cabinet de conseil en architecture et en technologie basé à Paris, et Quartet est un éditeur de logiciels qui a été créé en 2005 et qui opère un peu au travers du monde et donc qui a la particularité d'avoir son centre de recherche et de R&D à Paris. Voilà, je laisserai se présenter un petit peu plus et plus en détail leurs activités. Je vais passer tout de suite à l'introduction. Alors, qu'est-ce que l'analyse de données en temps réel?
Donc déjà, posons un peu les idées. Donc l'analyse de données en temps réel, hein, c'est ce que j'évoquais, c'est un système d'analyse qui doit pouvoir répondre à des événements qui sont issus en fait du rythme de vie du business, donc très connecté à l'opérationnel des activités business, et qui soit capable en fait de supporter les montées en charge, d'être stable et toujours disponible par rapport au niveau de criticité qui est attendu sur le business, et qui a pour vocation d'aider ou de prendre des décisions pour action avec un temps de décision qui soit de l'ordre de 100 millisecondes. Cette caractéristique finalement de 100 millisecondes, c'est ce qui va définir la notion quasiment de temps réel, sachant qu'elle peut évoluer évidemment avec le niveau de criticité et le niveau de rythme du business, mais toujours l'optique c'est de chercher à pouvoir prendre une décision dans un temps de latence qui soit adapté au rythme du business. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur des systèmes à 100 millisecondes, donc qui sont catégorisés dans les systèmes transactionnels. Donc c'est d'être capable de prendre une décision au même rythme qu'une transaction faite par un utilisateur sur un système. Pourquoi est-ce que c'est différent de l'analyse de données dite traditionnelle, qui repose généralement sur des bases de données relationnelles? Pour deux raisons. La première, c'est que généralement les systèmes décisionnels sont construits sur des architectures de type ODS, Data Warehouse, Data Mart, qui finalement collectent les données des systèmes opérationnels, les recopient, les restructurent pour pouvoir en faire de l'analyse, et dont les transferts de données sont gérés par des systèmes tels que des ETL ou des ESB. Et dans notre problématique, ça pose un problème de fond architectural et qui est structurel, hein, c'est que le temps de recopie entre ces différents systèmes, entre le système opérationnel et le système qui va prendre la décision, va générer une latence qui est elle-même supérieure, largement supérieure à 100 millisecondes. Donc c'est intéressant pour des systèmes dont le rythme de vie se situe plutôt au niveau de l'heure, de la décision de l'heure ou de quelques minutes, mais pour des systèmes dont le rythme de prise de décision doit être beaucoup plus rapide, c'est en termes d'architecture complètement impossible à réaliser de par le transfert entre les données. Ensuite, on peut imaginer ce qu'on appelle souvent du décisionnel opérationnel ou du reporting opérationnel, où finalement on va essayer de faire cette prise de décision directement dans la base opérationnelle ou dans le système opérationnel. Ensuite, par rapport à cette optique, il se pose une deuxième problématique, c'est l'augmentation c'est le nombre d'événements à traiter et d'opérations à traiter, à la fois sur des opérations transactionnelles, mais aussi sur les prises de décision, sachant que dans les architectures classiques type SGBDR, on a une limite un peu théorique qui est autour de 1000 transactions par seconde sur un SGBDR, qui, au-delà de cette limite, nécessite des optimisations à la fois logicielles, matérielles, de modélisation de données pour pouvoir dépasser ces limites-là. Donc finalement, sur un système opérationnel dont le nombre de transactions plus le nombre de requêtes de prise de décision dépasse les 1000 transactions par seconde, on se retrouve dans un corner d'architecture où il faut commencer à investir beaucoup pour pouvoir dépasser des frontières autour de 1000 TPS. On verra un petit peu plus tard dans cette présentation pourquoi est-ce qu'on arrive rapidement à cette limite des 1000 TPS et comment est-ce qu'on peut la dépasser durablement sans avoir à optimiser ou tuner les systèmes de façon extrêmement importante. Ensuite, le dernier point, c'est que si on part finalement sur une stratégie de base de données relationnelle, il existe en fait un espèce de plafond en nombre de transactions par seconde qui est difficile à atteindre ou à dépasser, qui est autour de 4500, c'est-à-dire dans une configuration sur une infrastructure autour de 500 000 $ ou avec des SAN, des clusters, etc. En fait, naturellement, on a du mal à dépasser les 4500 TPS dans des bases chargées ou dans des systèmes qui ont un rythme de vie naturel. Le dernier point, et donc finalement c'est un petit peu la conclusion de pourquoi est-ce que c'est différent, l'analyse de données en temps réel est différente de l'analyse de données traditionnelle, c'est que la prise de décision ne peut pas être prise dans le système de stockage parce que le système de stockage lui-même est limité par ce nombre de transactions par seconde, et ça doit être pris ailleurs, c'est-à-dire généralement avant. Alors, quel est l'intérêt pour les entreprises ? Finalement, parce que là on parle de technologie,
En fait, il y a pas mal d'entreprises en France et dans le monde qui ont déjà cette problématique de système critique et qui doivent pouvoir prendre des décisions sur des données qui arrivent avec des rythmes de vie relativement rapides. Donc évidemment, on le trouve dans le capital market, dans les télécoms, dans les transports, dans la grande distribution, dans le e-commerce, les grands du web, même s'ils se répartissent dans un certain nombre de catégories, en fait, de par les volumes qu'ils manipulent, ont été très vite confrontés à ces problématiques. On le retrouve dans le jeu en ligne, mais également effectivement dans le gouvernement ou dans des systèmes de défense. Au-delà de ces activités traditionnelles qui finalement ont besoin de systèmes extrêmement critiques et qui doivent pouvoir répondre rapidement, il y a 3 nouveaux drivers qu'il faut garder à l'esprit et qui font que le nombre d'événements et les volumes qui sont manipulés augmentent. Le premier, c'est la multiplication des devices connectés. Donc on assiste à l'émergence en fait, d'un certain nombre de devices, que ce soit smartphone, tablette, demain TV connecté, véhicules connectés, RFID, etc. Et qui finalement multiplient les nombres d'informations, à la fois les nombres de contacts et d'informations qui est envoyé vers les systèmes qui prennent la décision, et donc qui multiplient le nombre d'événements. Donc on a une concentration pour un même système, la multiplication des devices introduit en fait une augmentation du nombre d'événements qui doivent être traités par le système de prise de décision. Le deuxième sujet, c'est la tendance à la fusion des poches utilisateurs, que ce soit au travers de la mutualisation des systèmes d'information entre les différents pays ou le rapprochement de lignes d'activité pour finalement avoir des leviers sur les coûts. On assiste à un phénomène de concentration où on va avoir plus d'utilisateurs et donc plus de dossiers traités, et donc plus d'événements qui vont se concentrer sur un seul et même système. Et donc on a également ce phénomène-là avec des notions comme la marque blanche, où on va aller rechercher des nouvelles poches d'utilisateurs par rapport à un seul et même système et chercher à maximiser le nombre d'utilisateurs par rapport au système existant, et donc ce qui va augmenter le nombre d'événements à traiter. Ensuite, il y a un troisième facteur qui est la volatilité du rythme des opérations métiers. Les opérateurs télécoms le savent bien depuis le début de cette semaine, même s'ils y étaient plus ou moins préparés. En fait, on peut parier sur un rythme relativement stable et constant du rythme de vie du métier, mais de plus en plus, de par la reconfiguration du marché et puis des stratégies de communication sur Internet, en fait, on a des pics de volatilité sur les systèmes qui apparaissent, notamment les systèmes qui sont exposés vers l'extérieur au travers des systèmes qui sont exposés sur Internet, que ce soit sur les canaux mobiles ou web, et qui fait que on ne peut plus tabler sur une linéarité de l'utilisation des systèmes dans le temps, et donc on a des phénomènes de concentration sur le nombre d'événements à traiter dans ces systèmes de prise de décision. Et donc au-delà de ça, donc, de par ces 3 drivers, la problématique du pilotage opérationnel au rythme de vie du business devient une problématique pour une population plus large que simplement les systèmes critiques traditionnels. Et donc la question à la fois de la multiplication des volumes et de la prise de décision quasiment en temps réel devient une problématique beaucoup plus large. Je vous propose volontairement 3 illustrations dans des cas qui n'ont pas été évoqués dans les sociétés critiques pour bien vous montrer qu'en fait la problématique elle s'applique sur des métiers qu'on peut penser traditionnels ou beaucoup plus calmes, on va dire entre guillemets, que des activités de capital market ou de défense ou de transport. Le premier cas c'est finalement le remarketing, donc finalement exploiter au mieux les plateformes de souscription en ligne et d'essayer de... Alors dans le cadre d'une souscription de produits d'assurance vie, c'est d'essayer de capturer le plus rapidement possible l'utilisateur, ou l'internaute plutôt, dans le processus de souscription. Pas forcément d'aller jusqu'au bout du processus de souscription, les sociétés d'assurance savent bien reprendre en fait, leurs utilisateurs à partir du moment où ils ont démarré le processus de souscription. Ce qui est plus compliqué pour elles, c'est de les amener jusqu'au processus, à démarrer le processus de souscription. Et là, en fait, toutes les actions de remarketing, c'est-à-dire d'interpréter en fait le comportement de l'internaute sur le site, savoir là où il a cliqué, quels sont les OPCVM qu'il a regardé, ce qu'il a simulé, en fait, est une source d'information qui est extrêmement intéressante et qui permet de reproposer finalement d'autres formules, de remettre en avant par exemple une gestion sous mandat et d'avoir finalement une reproposition marketing en temps réel au rythme de vie
de l'activité sur le site. Et donc ce qui génère naturellement énormément d'événements unitaires, puisqu'on est sur des choses très simples, qui sont les clics, les pages que j'ai vues, ce que j'ai sélectionné, ce que j'ai mis comme paramètre dans mon simulateur, et un délai de prise de décision qui est extrêmement court, puisque finalement c'est le rythme de vie du chargement de la page, donc on est sur un rythme transactionnel. Pour pouvoir faire cela, on a un autre phénomène qui est finalement la concentration entre les canaux web et les canaux mobiles, ou même les canaux tablettes, voire même les canaux marque blanche, qui concentrent énormément d'événements et qui finalement, pour une problématique de souscription de produits d'assurance vie, dans le processus, finalement, le processus de souscription est relativement lent, c'est-à-dire que c'est quelques jours, même si on a la volonté d'aller beaucoup plus vite. En fait, le process de remarketing qui est en amont est, lui, beaucoup plus rapide et nécessite finalement des prises de décision beaucoup plus importantes. Je vous propose un autre exemple, qui est plus un exemple dans le monde du crédit conso et notamment du recouvrement amiable. L'un des processus clés des sociétés de crédit à la consommation, c'est d'éviter que leurs clients qui sont en défaut passent dans un contentieux, parce qu'une fois que c'est parti au contentieux, on ne recouvre très peu de choses, notamment peu de commissions et peu d'intérêts. Et donc l'idée, c'est de réussir au maximum à recouvrer les créances au niveau du recouvrement amiable. Donc on travaille énormément sur des données sociales. Historiquement, on travaillait avec les informations qui pouvaient être collectées, soit dans les processus de vente de crédit, soit dans les processus de recouvrement amiable. Et l'émergence en fait des réseaux sociaux, notamment par rapport à des populations plus jeunes qui s'expriment assez facilement sur les réseaux sociaux, constitue en fait une base d'informations qui est extrêmement intéressante, notamment pour le processus de recouvrement, pour pouvoir identifier où sont les débiteurs, et notamment capturer plus d'informations et pouvoir lever des alertes sur certains types de comportements qui sont jugés à risque ou qui peuvent être utiles dans le cadre du processus amiable. Et donc qui dit connexion finalement aux réseaux sociaux, on obtient évidemment un très grand nombre d'événements non structurés avec une qualité d'information finalement pour le processus de recouvrement amiable qui est relativement faible, et donc il faut pouvoir trier et manipuler cette information structurée. Là encore une fois, ce processus qui est classiquement un processus dont le rythme de vie se situe plutôt voilà, dans la minute lorsqu'on est en contact téléphonique avec la personne, ou dans l'heure pour le rythme de traitement du dossier. Là, le fait de pouvoir analyser l'information et déclencher des alertes et notifier des systèmes par exemple de scoring, de recouvrement, c'est quelque chose qui a un rythme un peu plus rapide, qui est plutôt celui de la seconde, et qui est au moment où l'événement apparaît, venir pouvoir enrichir le système, notamment si le conseiller qui s'occupe du recouvrement amiable est au téléphone ou est directement en relation avec le débiteur. Le troisième sujet que je vous propose, alors c'est un sujet un petit peu plus banque d'investissement, mais pas sur une problématique de marché, qui est plutôt de se dire, ok, les différentes branches d'une BFI vont consommer de la liquidité sur différentes devises au travers de toutes ces activités à un rythme de vie qui peut être très différent, c'est-à-dire un rythme de vie qui est plutôt sur la journée pour les opérations de financement corporate, mais qui est de l'ordre de la milliseconde sur des activités de marché et dans des devises. Et donc aujourd'hui, les systèmes qui gèrent, en fait, qui contrôlent en fait l'utilisation de la trésorerie par toutes les activités sont faits plutôt sur une assiette quotidienne par du constaté. Donc on constate finalement la trésorerie qui a été utilisée dans la journée pour pouvoir la refinancer auprès de la trésorerie de la banque et auprès des marchés financiers. La trésorerie devenant une ressource beaucoup plus rare que par le passé, il peut être intéressant de se dire, voilà, on va simuler et intégrer finalement dans le PNL le coût du refinancement, et non pas un coût de refinancement constaté et négocié avec la trésorerie, mais pouvoir l'intégrer directement dans chaque pricing de la salle de marché. Donc l'idée étant de collecter finalement les besoins au travers des pricers qui sont faits en salle de marché et de consolider une vision cash flow, donc de la consommation de la trésorerie future, donc quels vont être
les événements de paiement, d'encaissement ou de décaissement, et de consolider tout ça dans une seule et même vision qui permet finalement d'avoir à un instant donné, au rythme de vie de la salle, mais également au rythme de vie des autres actions, une vision de ce qu'on appelle l'impasse dynamique stressée, donc qui est finalement quel est le gap de trésorerie qui va nous manquer, qu'il va falloir refinancer en telle ou telle devise aujourd'hui, mais également demain ou sous 3 mois. Et c'est là où finalement l'analyse décisionnelle sur des très grandes quantités d'informations, puisque les pricers, il y en a des centaines par ligne d'activité, et ça génère énormément de données unitaires qui sont des mouvements de trésorerie, il va falloir pouvoir le consolider et pouvoir en tirer une information extrêmement intéressante. Si ce sujet vous intéresse, il existe une démonstration de ce cas d'utilisation sur le site de Quartet. Je pense qu'ils vous donneront l'URL parce que je ne l'ai plus en tête exactement, et qui permet de voir ça dans un cas où on a les données live, on a des données live sur la trésorerie et d'avoir une interprétation finalement de la consommation de la trésorerie par les différentes lignes d'activité au rythme de vie des activités et de la façon dont les traders ou les banquiers utilisent la trésorerie de la banque. Alors, pourquoi j'évoquais tout à l'heure la problématique de CEP? Pourquoi est-ce que le CEP est une opportunité pour l'analyse de données en temps réel? C'est-à-dire que finalement, quand on pense analyse de données, on pense plutôt base de données. Comment est-ce qu'on va pouvoir finalement se détacher des problématiques de transactions par seconde sur les bases de données? Donc on peut essayer de mettre en place soit des systèmes décisionnels de plus en plus rapides, mais avec la contrainte finalement qu'il faille recopier les données, ou soit essayer d'alléger la base de données au travers des technologies de cache qui permettent finalement d'avoir une représentation en mémoire des données et essayer de minimiser le nombre de transactions par seconde et d'accès à la base de données. La problématique en fait de la mise en place d'un cache, c'est que la synchronisation, lorsqu'on a un gros volume de données avec des données complexes et qu'on fait des traitements complexes sur ces données, on commence à payer le prix de la performance au niveau de la synchronisation entre la mémoire et le stockage. On le voit classiquement avec des caches de type Hibernate qui chargent des données pour lesquelles on a besoin de faire des manipulations complexes et qui arrivent à des limites parce que les mécaniques de resynchronisation entre le cache et la base de données deviennent prohibitives. Il y a une autre dimension qui est importante dans l'analyse de données, c'est que les traitements qu'on fait sont des traitements qui sont relativement complexes, même parfois très très complexes, parce que c'est lié à de la corrélation dans le temps, de la comparaison sur plusieurs dimensions, des systèmes de scoring qui ne sont pas forcément linéaires, là on arrive à des problématiques où finalement on a besoin de traiter un maximum de choses en mémoire, et on ne peut pas se dire voilà, on va alléger juste la base de données et gérer des resynchronisations. Donc finalement, la piste du cache n'est pas forcément une bonne piste pour l'analyse des données en temps réel. C'est pour ça qu'on a réfléchi, on réfléchit à d'autres solutions. Alors il n'y a pas que nous évidemment, mais il y a d'autres pistes qui émergent, et notamment une qui est le Complex Event Processing. Juste pour pouvoir décrire simplement ce qu'est le Complex Event Processing. Donc c'est à la fois une technique de modélisation, c'est une technique d'organisation, mais c'est aussi de la technologie qui permet de manipuler en fait, des événements au fur et à mesure en fait, de leur capture, d'identifier des relations naturellement sur un axe de temps, donc pour pouvoir faire des corrélations, typiquement calcul de moyenne mobile, etc., calcul de volatilité, de pouvoir établir des liens de causalité entre des configurations, des contextes et les événements, et d'identifier ce qu'on appelle des patterns au sens motif, c'est-à-dire voilà, on a des configurations qui permettent de se dire voilà, on est dans une situation de marché qui est telle, ou on est dans un mode frauduleux ou un comportement frauduleux qu'on connaît et qui est identifié. Et ensuite, c'est évidemment d'en tirer une information de plus haut niveau, dite dérivée ou complexe, qui permet ou qui donne lieu à soit une autre interprétation des événements, soit à une prise de décision automatique ou une analyse a posteriori par un opérateur. Cette approche nécessite évidemment un traitement au fil de l'eau qui doit être fait en mémoire pour pouvoir garantir finalement cette problématique de latence à 100 millisecondes. C'est-à-dire que pour pouvoir traiter à 100 millisecondes des requêtes complexes, la solution c'est de ne pas stocker et ensuite de traiter, mais c'est de traiter et ensuite de stocker.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui, c'est que des nouveaux acteurs apparaissent avec sur le marché du CEP avec des nouvelles technologies et qui permettent à la fois de dépasser les limites traditionnelles, à la fois en termes de volume manipulé et à la fois en termes de complexité de traitement. C'est-à-dire que l'un des drivers aussi, c'est la complexité de traitement. Pourquoi parler de convergence entre Big Data et CEP finalement? Parce que finalement on pourrait rester dans le monde du CEP et se dire voilà, on va traiter des événements, on va les analyser, on va en prendre des décisions, on va stocker dans des historiques. Il y a 4 facteurs qui nous font dire qu'il faut s'intéresser à une convergence entre Big Data et CEP. Le premier facteur, c'est l'augmentation des volumes de données qui sont à la fois capturés mais qui sont aussi à stocker dans les profondeurs d'historique. Je l'évoquais au travers des drivers qui font qu'on a une multiplication de devices, une concentration des poches utilisateurs qui finalement, voilà, on va toujours capturer plus, stocker plus. La tendance naturelle des systèmes d'information va vers une information de plus en plus détaillée à capturer. Ça, c'est le premier phénomène, c'est-à-dire le volume de données à la fois à manipuler et à stocker. Le deuxième, c'est la complexité des analyses, c'est-à-dire que de plus en plus l'approche d'analyse va se mettre en place, plus on va y mettre des règles métiers sophistiquées, donc avec finalement des systèmes de scoring par exemple qui peuvent être, ou des arbres de décision. Je parlais tout à l'heure finalement de la problématique de recouvrement. Quand on calcule un score de recouvrement, ce sont des arbres de décision qui ont des profondeurs qui peuvent avoir jusqu'à 20 à 30 niveaux et qui demandent des contextes historiques sur les 3 dernières années dans l'interprétation ou le calcul du score. Donc on peut arriver à des choses relativement sophistiquées et pas simplement juste le calcul d'une volatilité ou d'une moyenne. On a des problématiques multidimensionnelles, par exemple quand on fait de l'analyse de sentiments des flux qui sortent de Twitter pour avoir finalement une tendance de marché. C'est pas quelque chose qui se fait juste avec un if then else. Toute l'analyse finalement dans le langage naturel s'appuie plutôt sur une analyse multidimensionnelle sur plusieurs axes avec des détections de patterns de mots-clés. Donc on a des choses qui commencent à être un petit peu sophistiquées. Il ne faut plus juste traiter une donnée unitaire mais commencer à traiter des matrices d'informations sur les données qui arrivent. On a évidemment du pattern matching, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans un comportement frauduleux ou pas, c'est-à-dire qu'on a besoin de données historiques, de données statistiques qui permettent de corréler et d'identifier que des formes de comportement sur différents axes sont liées à des comportements frauduleux. Et ce qui nécessite finalement, c'est d'avoir un rapprochement entre les événements qui sont manipulés et les actions et les décisions qui sont prises. Ensuite, on peut avoir des problématiques de traitement géographique, savoir que telle personne ou tel objet se situe à proximité d'un autre sous l'angle géographique. Donc là, ça nécessite évidemment des natures d'algorithmes de traitement qui sont très différentes. Je parlais du non structuré ou du semi-structuré, voire même du langage naturel qui nécessite finalement des traitements de données qui sont relativement riches, mais pas faciles à interpréter parce que justement elles sont non structurées. Donc là, on a des technologies ou des façons de programmer pour ça. Et puis on peut aller jusqu'au ce qu'on appelait il y a quelques années encore le data mining ou le machine learning, qui est le fait de découvrir des nouvelles règles par rapport aux situations passées et de pouvoir établir des corrélations a posteriori et non pas a priori. Donc de pouvoir détecter les corrélations. Les gens qui font de la statistique connaissent bien ces problématiques-là. Ensuite, le troisième point, c'est qu'évidemment, on a des nouvelles sources de données, c'est pas nouveau, les données sociales deviennent de plus en plus accessibles, et également des données peu structurées ou faiblement structurées, finalement, qui viennent enrichir les données structurées plus traditionnelles de l'entreprise. Et ensuite, on a un quatrième axe sur lequel il faut vraiment le garder à l'esprit parce qu'il est fondamental, c'est la notion d'expérimentation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'analyse de données, on ne peut pas, a priori, définir l'ensemble des règles qui permettent de calculer les indicateurs ou les informations à valeur ajoutée au moment où on conçoit le système. Ce sont des systèmes qui sont vraiment vivants. On a besoin de voir fonctionner le système et comment fonctionnent les règles qui sont préétablies, de s'enrichir de l'historique et de la vision du passé pour pouvoir trouver finalement les nouvelles règles. Et donc se dire, on va coder le calcul qui va permettre de prendre la décision dans un mode projet traditionnel est quelque chose qui est relativement difficile à accepter
dans cette vision de l'analyse de données en temps réel, parce que ça veut dire reconfigurer le système à chaque fois. Alors que la notion d'expérimentation, c'est plutôt pouvoir, en tant qu'utilisateur ou super utilisateur, interroger le système, découvrir de nouvelles règles et les tester sur, par exemple, le stock historique existant, donc c'est ce qu'on appelle classiquement le backtesting, ou de tester des cas aux limites, ce qu'on peut appeler le stress testing, pour pouvoir se faire une vision de la simulation et des nouvelles règles qu'on va pouvoir mettre en place pour faire face à l'évolution d'un marché ou pour constater finalement que le marché évolue et qu'il faut s'adapter relativement rapidement. Alors, évidemment, comment construire un tel système qui soit à la fois capable de gérer des très grands volumes d'événements avec des très grandes profondeurs d'événements, de prendre des décisions qui soient extrêmement rapides et qui soient capables de se rapprocher du rythme de vie du business et dont la complexité d'analyse est extrêmement importante. Aujourd'hui, si on prend un paysage standard de technologie, finalement, on a trois grandes briques. La première, je l'évoquais en introduction, c'est toutes les briques de base de données relationnelles qui permettent de façon efficace de traiter de l'information avec un niveau de complexité qui dépend du modèle relationnel, c'est-à-dire que si on veut commencer à faire des traitements graphes sophistiqués ou du drill down un petit peu sophistiqué, ça devient compliqué de le faire avec un SGBDR classique, et par contre ça a la capacité à gérer des volumes de données qui sont relativement importants. Ensuite on a une autre technologie qui s'appelle OLAP, donc qui permet d'avoir des cubes et de manipuler l'information suivant différentes dimensions et qui se prête bien à l'analyse décisionnelle. Donc on peut faire des requêtes beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus complexes. Par contre, ce sont des architectures qui reposent plutôt sur une vision traditionnelle et pas sur de système décisionnel et non pas sur des systèmes opérationnels. Et donc finalement, on se retrouve limité par le fait de transférer l'information jusque dans les cubes OLAP, ou que les cubes OLAP en fait se rechargent par rapport à l'information qui est limitée, et de par leur traitement en mémoire et ce mode de fonctionnement, se retrouvent limités dans le volume qu'ils sont capables de gérer en mémoire et sur lequel on est capable d'interpréter. Et on se retrouve souvent dans des configurations où on a un cube OLAP qui est adossé à une base de données qui permet finalement de recharger avec une logique de page le cube en fonction des dimensions. Alors, à partir de ce modèle-là, on pourrait y ajouter en fait une quatrième couche qui est la couche un peu phare Big Data qui s'appelle Hadoop et qui permet finalement de construire des systèmes décisionnels de très grande capacité sur l'axe volume et faire des traitements de très grande complexité en bénéficiant en fait d'architectures parallèles. On pourrait se poser la question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de partir de cette souche-là pour pouvoir faire fonctionner un système? Le problème, c'est que Hadoop ou les systèmes Big Data orientés décisionnels reposent sur la parallélisation des traitements autour d'une architecture qu'on appelle MapReduce, donc qui cherche finalement à distribuer les traitements en parallèle sur des nœuds de calcul, un petit peu comme sur une grille de calcul, visiblement. Et en fait, la latence qui est introduite par ce mécanisme de transfert vers des nœuds de calcul et de rejointure, en fait, ne permet pas de répondre à notre problématique qui est d'avoir une fréquence d'analyse qui soit de l'ordre de la seconde ou de la milliseconde. Hadoop, c'est fait pour faire des requêtes de l'ordre de la seconde, voire de l'ordre de la minute. C'est pas fait pour faire de l'analyse complexe à un rythme plus rapide. Et donc finalement, naturellement, on se dit que la souche qui peut être utilisée, c'est celle qui permet d'avoir une fréquence d'analyse beaucoup plus forte et qui travaille notamment énormément sur la mémoire. Et ce qui nous amène à nous dire, c'est que pour pouvoir traiter et avoir une analyse beaucoup plus complexe que simplement des calculs de moyenne ou juste sur l'axe temps, en fait il faut passer dans un monde du CEP qui est aujourd'hui le CEP moderne, qu'on appelle donc le CEP Full in Memory, donc qui en fait conserve l'intégralité des données dans le moteur CEP et qui est capable de traiter directement dans le moteur sans avoir à se décharger sur une base de données. Rappelez-vous,
de nombreux projets ou de nombreux systèmes de CEP reposaient historiquement en fait sur une utilisation de bases de données, où certains outils de CEP utilisent des bases de données en fait pour stocker les états. Clairement, si on veut être dans une logique d'analyse complexe avec une fréquence d'analyse importante, on se doit de travailler complètement en mémoire. Ensuite, ça ne permet pas d'adresser, finalement, puisqu'on est limité par la RAM, ça ne permet pas d'adresser la problématique de volume. Même si on est capable de traiter beaucoup d'événements, à un moment donné, on se retrouve avec une contingence au niveau de la capacité à traiter et à corréler ces événements en mémoire. Et donc, à ça, il faut y ajouter une autre dimension qui est la distribution, c'est-à-dire d'avoir finalement un système de CEP complètement en mémoire et complètement distribué, voire virtualisé, et donc qui puisse exploiter finalement la puissance mémoire et de calcul d'une grille, et qui permet finalement d'atteindre cet objectif d'architecture avec une fréquence d'analyse extrêmement importante, une complexité d'analyse importante et des volumes qui sont particulièrement importants. Mathieu va nous parler un petit peu d'architecture et comment est-ce qu'on est capable de construire finalement ce type de système donc, de traitement d'événements complexes complètement en mémoire avec des très grandes capacités d'absorption d'événements et de profondeur d'historique.